Je constate avec beaucoup d'enthousiasme que vous êtes nombreux ce matin à la présentation. Et je tiens d'abord vraiment à vous remercier parce que ça me fait chaud au cœur. Ça fait plusieurs fois que je donne cette présentation-là. Et à chaque fois, le nombre de participants augmente. Donc, je me dis qu'à quelque part, ça doit être assez positif. Et je vous remercie vraiment donc d'être présent, d'être curieux envers le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, aujourd'hui, le titre de la présentation, c'est « Recherche en neuroéducation, étudier comment le cerveau apprend à lire et à compter ». Il va y avoir trois parties principales à cette présentation-là. D'abord, est-ce que tout le monde m'entend bien? OK. Je vais me mettre ici pendant la présentation, mais vous allez voir que j'ai tendance à bouger beaucoup. Donc, si jamais il y a quelque chose que je fais qui vous dérange, qui vous cache, vous me l'indiquerez, il n'y a pas de problème, je vais m'ajuster. Donc, comme je disais, il va y avoir trois parties principales. La première partie, je vais vous expliquer ce qu'est en fait la neuroéducation pour que ça devienne un concept beaucoup plus clair pour vous. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie qui va porter sur la lecture, puis finalement une troisième partie qui va porter sur le calcul. Donc, je me présente brièvement. Je m'appelle Laurie-Marlène Brofoisy et je suis étudiante à la maîtrise en éducation à l'UQAM. Auparavant, j'ai fait un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire à l'UQAM toujours. Et avant ça, j'ai fait un baccalauréat en psychologie à l'Université de Montréal. La neuroéducation, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Depuis que j'ai découvert ce domaine de recherche-là, ma curiosité ne cesse d'augmenter de jour en jour. Et j'espère sincèrement qu'après la présentation d'aujourd'hui, c'est aussi un sujet qui va vous intéresser, sur lequel vous allez avoir envie de vous renseigner. Dans le cadre de ma maîtrise, moi, je m'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau des élèves lorsqu'ils apprennent des concepts en sciences. Donc, c'est quelque chose qui est un peu différent de la présentation d'aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'abordera pas du tout l'apprentissage des sciences, mais je tiens à vous le mentionner parce que c'est quand même un domaine qui existe. Puis, il y a quand même des recherches qui se font à ce sujet-là, d'ailleurs, actuellement. Donc, la façon dont ça va se dérouler, je vais juste présenter, vous allez voir, c'est assez théorique. D'abord, je n'ai pas de document à vous remettre en tant que tel, mais j'ai beaucoup mieux qu'un document à vous remettre. J'ai un site web que je vous inviterai à prendre en note. Et d'ailleurs, j'enregistre la présentation d'aujourd'hui. Donc, non seulement vous pourrez aller voir une foule d'informations qui concernent la neuroéducation, mais vous pourrez aussi, au besoin, reconsulter, donc revisionner la présentation que je fais aujourd'hui. Donc, ça me semble très optimal comme façon de procéder. Donc, c'est ça. L'autre chose que je voulais dire, c'est que j'aimerais bien prendre vos questions au fur et à mesure. Je trouve que ça rend les choses plus interactives. Puis plutôt que d'attendre à la fin, puis là, vous avez comme un peu oublié votre question. Donc, est-ce que ça vous va jusqu'à maintenant comme façon de procéder? Parfait. Donc, ça, c'était le résumé de la présentation. Donc, première partie, qu'est-ce que la neuroéducation? D'abord, d'où ça provient la neuroéducation? De quelle façon la neuroéducation a émergé? Dans la décennie 1990, l'IRMF, donc l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, a été créée. Et ça, c'est une technique d'imagerie cérébrale qui nous permet littéralement de voir ce qui se passe dans le cerveau d'un élève pendant qu'il réalise une tâche scolaire. Donc, c'est un appareil que vous avez probablement déjà vu. C'est celui qui est sur la photo en haut et qui y a même dans plusieurs hôpitaux au Québec. Donc, il y en a peut-être même certains d'entre vous qui ont déjà passé un scan IRMF. Et combiné au développement de l'imagerie cérébrale, non seulement il y a des techniques d'imagerie qui ont vu le jour, mais on a aussi vu une augmentation de nos connaissances sur le cerveau. Donc, l'imagerie cérébrale nous a permis d'obtenir des données cérébrales, mais qui sont interprétables par nos connaissances en neurosciences, donc les connaissances qui ont vraiment augmenté par rapport à ce qu'on sait maintenant sur le cerveau. Au niveau de l'évolution qu'a eu la neuroéducation, d'abord, le terme neuroéducation, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont même pas encore entendu. C'est un domaine qui est assez en émergence. Vous allez voir que les recherches sur la lecture et le calcul sont assez nombreuses. Par contre, comme vous avez vu, les techniques d'imagerie cérébrale datent des années 1990, donc c'est quand même un domaine qui est tout nouveau. Moi, ce que je vais faire dans le cadre de ma présentation, vous allez voir, c'est une présentation qui est assez théorique. Je vais essayer de la rendre la plus dynamique possible. Et je vais aussi essayer de vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir au niveau de votre pratique enseignante comme implication. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire ressortir. Je ne pourrais pas vous donner de prescription à suivre en tant que telle. D'abord, ce n'est pas ce que je veux faire du tout. Mais ensuite, comme c'est très récent, vous devrez garder en tête qu'il
il y a encore beaucoup d'évolutions à venir dans ce domaine-là. Et ce que je vous présente, c'est comme le début de quelque chose qui va aller en grandissant finalement. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas nécessairement vous donner des recommandations. Je vais en faire quelques-unes, bien entendu, sur des trucs qui sont assez clairs, mais ça va demeurer assez limité au sens où il y a beaucoup de trucs qui restent à découvrir encore. Donc, au niveau de l'évolution de la neuroéducation, d'abord en 1999, l'OCDE a lancé un vaste processus de consultation internationale pour essayer de voir quel était le rôle de la neuroéducation. Donc, est-ce que d'abord c'était pertinent comme domaine de recherche? Est-ce qu'on devait investir de l'énergie dans ce domaine-là? Et ça a mené à la publication de l'ouvrage « Comprendre le cerveau, naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage ». Et cet ouvrage-là, en quelque sorte, légitimé la neuroéducation, puis lui a permis vraiment de prendre son envol. Un peu plus tard, en fait en 2004, l'Université Harvard a créé un programme de deuxième cycle qui est dédié spécifiquement à la neuroéducation. Et plus récemment, depuis 2008, l'UQAM offre un cours de deuxième cycle d'introduction à la neuroéducation. Donc, en fait, c'est vraiment de comprendre globalement ce qu'est la neuroéducation et d'acquérir suffisamment de connaissances sur le cerveau pour être capable d'interpréter certaines recherches et de voir les incidences pratiques que ces recherches-là peuvent avoir sur le milieu enseignant, justement. Donc, vous allez voir que la présentation d'aujourd'hui va probablement vous permettre, enfin, je l'espère, de porter un regard nouveau sur vos petits élèves, de non seulement les considérer au niveau de votre classe, mais de considérer leur petit cerveau aussi, de considérer l'impact que vous pouvez avoir sur ces cerveaux-là et l'importance de votre rôle en tant qu'enseignant au niveau du développement de leurs connaissances, au niveau de leur développement cérébral et même des activations que vous pouvez provoquer en enseignant. Donc, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Et vous vous posez peut-être la question, mais pourquoi la neuroéducation? Donc, à quoi ça sert de créer un domaine de recherche en neuroéducation? Il y a 3 raisons principales à ça. La première, c'est que apprendre, c'est avant tout un processus qui se déroule dans notre cerveau. Donc, le cerveau de nos élèves, le mien, le vôtre. Quand vous apprenez quelque chose, il y a plusieurs modifications qui ont lieu à l'intérieur même de votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. À partir du moment où on est conscient de ça, ça devient nécessaire de savoir comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau apprend, comment le cerveau réagit à l'enseignement qu'on lui fournit, de façon à optimiser notre façon d'enseigner aux élèves, pourquoi pas. Et le fait d'acquérir des nouvelles connaissances dans ce domaine-là, ça va nous permettre justement d'établir un dialogue entre les enseignants et entre les chercheurs en neurosciences pour voir de quelle façon ces données-là en neuroéducation peuvent avoir une incidence sur votre pratique enseignante. Donc, d'établir un langage commun, finalement. Je vais définir brièvement ce qu'est la neuroéducation. Donc, vous savez qu'en éducation, il y a plusieurs approches. Il y a l'approche humaniste, qui est plus centrée sur le développement de la personne. Il y a l'approche behavioriste, qui se situe davantage au niveau du comportement. L'approche constructiviste, l'approche cognitiviste au niveau de la pensée. Et la neuroéducation, finalement, on la situe au même titre que toutes ces approches-là, comme étant une approche neuroscientifique. Et sa particularité, c'est que son niveau d'analyse à elle se situe au niveau cérébral. Donc, on peut définir la neuroéducation comme étant une approche de recherche qui étudie des problématiques éducatives, mais au niveau cérébral. Donc, comme je l'ai mentionné, la neuroéducation se situe vraiment au croisement entre 2 domaines, donc entre le vaste domaine de l'éducation et le domaine des neurosciences. Mais je tiens à préciser tout de suite une chose très importante, c'est que la neuroéducation, contrairement aux recherches qui sont habituellement menées en neurosciences, n'a pas comme objectif d'approfondir nos connaissances sur le cerveau. Ça, c'est les neurosciences qui font ça. La neuroéducation a comme objectif d'utiliser les connaissances qui sont disponibles sur le fonctionnement du cerveau et de les rendre utiles à des problématiques éducatives. Donc, on ne veut pas comprendre mieux le cerveau, on veut utiliser ce qu'on sait sur le cerveau, les appliquer pour essayer de résoudre certaines problématiques éducatives. Ça va? Parfait. Il existe plusieurs domaines dans la neuroéducation. Le premier domaine, c'est celui des fondements, donc qui essaie de comprendre davantage au niveau épistémologique, au niveau méthodologique, ce qu'est la neuroéducation. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, est-ce que c'est pertinent. Le deuxième domaine, c'est celui de la neuropédagogie,
Il y a beaucoup d'études en neuropsychologie cognitive qui ont déjà mené des recherches qui ressemblent un peu à celles de la neuropédagogie. Parce qu'en fait, la neuropédagogie, ça étudie l'apprentissage et l'enseignement, mais de façon générale. Donc, sans faire de référence aux disciplines, par exemple au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention. Alors que la neurodidactique va étudier l'apprentissage et l'enseignement, mais au niveau d'une discipline spécifique. Donc, on aurait par exemple la neurodidactique des mathématiques, la neurodidactique des sciences, la neurodidactique du français, et ainsi de suite. Et finalement, la neuroadaptation scolaire, c'est un domaine qui étudie les élèves qui ont des difficultés d'adaptation. Donc, ça peut être soit le TDAH, la dyslexie, et ne les oublions pas, les élèves doués aussi. Donc, c'est un peu ça. Et finalement, qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement, la neuroéducation? À quoi ça sert? D'abord, ça nous permet de mieux comprendre la nature du travail cérébral qui est nécessaire à la réalisation de tâches scolaires. Donc, par exemple, on demande à un élève de faire 7 plus 3. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de cet élève-là qui fait 7 plus 3? Est-ce qu'il doit récupérer des données en mémoire? Est-ce qu'il doit comparer des grandeurs de nombres? Donc, quand on observe les régions cérébrales qui s'activent au moment où l'élève réalise la tâche, on est capable d'interpréter ces activations-là et de mieux comprendre justement la nature du travail qui est réalisé par l'élève. Finalement, ça nous permet aussi de connaître les effets de différents types d'enseignement. Si on place des élèves au sein d'approches, puis on les fait évoluer au sein d'approches pédagogiques qui sont différentes, puis qu'on compare les deux groupes d'élèves, puis qu'on compare les régions cérébrales qui sont activées chez ces deux groupes d'élèves-là, on est capable peut-être de mesurer les effets qu'ont les interventions pédagogiques et de les comparer. Et vous allez voir que ça, c'est très bien illustré dans une étude que je vais vous montrer qui comparait l'enseignement syllabique et l'enseignement global de la lecture. Ensuite, ça nous permet, bien entendu, d'identifier les élèves qui présentent des troubles d'apprentissage ou des difficultés particulières plus rapidement. Puis on sait que c'est une chose qui est très bien parce que le plus tôt, le mieux, généralement. Et même, ça nous permet de les diagnostiquer donc plus tôt, mais ça nous permet aussi de vérifier l'efficacité des interventions qu'on peut mettre en place avec eux, toujours au niveau cérébral, bien entendu. Donc, vous voyez que la neuroéducation peut quand même apporter beaucoup au milieu de l'éducation, et j'espère que le reste de la présentation va vous en convaincre d'ailleurs. Donc, je vous invite à lire rapidement quelques questions auxquelles la neuroéducation apporte des réponses. Et vous allez voir que dans le cadre de la présentation, je vais répondre d'ailleurs à plusieurs de ces questions. Donc, je les lis rapidement avec vous. Quelle est la meilleure méthode d'enseignement de la lecture? Faut-il interdire aux enfants de compter sur leurs doigts? Est-il important d'apprendre à réciter cette table de multiplication? Comment optimiser les apprentissages d'un élève qui éprouve des difficultés? Quelle est l'origine du trouble déficitaire de l'attention, de l'hyperactivité, de la dyscalculie ou de la dyslexie? Donc, je pense que ça peut vous interpeller parce que ça doit être des questions que vous vous posez en tant qu'enseignant, même quotidiennement. Moi-même, ayant déjà été dans la pratique de nombreuses fois pendant une certaine période, c'est des questions que je m'étais posées. Donc, la neuroéducation permet d'apporter des réponses à ces questions-là. Je veux aussi vous dire que c'est pas comme si je présentais la neuroéducation comme étant la meilleure approche et qu'on allait, à partir de maintenant, balayer du revers de la main tout ce qui avait été fait auparavant. C'est pas ça du tout. Ce qui est bien avec la neuroéducation, finalement, c'est que ça nous apporte des informations supplémentaires qu'on n'avait pas avant. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est sous cet angle-là qu'il faut le voir. Il ne faut pas voir ça comme la panacée à tous nos problèmes dans le milieu de l'éducation, pas du tout. C'est juste, finalement, une autre méthode de recherche qui nous apporte des informations en plus. Puis tant mieux, plus on a d'informations, mieux c'est, finalement. Donc, on commence dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a défini la neuroéducation, qu'on sait à quoi ça sert, qu'on voit à quel point c'est un domaine fantastique, on va aller étudier la lecture. Avant de commencer la lecture, il y a deux choses qui sont très importantes à savoir et que je veux mettre au clair dès maintenant. La première étant, le cerveau n'est pas fixe, il est plastique. Ce que ça veut dire, c'est, comme si vous voyez sur la photo d'en haut, dans notre cerveau, il y a une quantité phénoménale de connexions neuronales. Donc, les neurones se connectent, se déconnectent. Et durant un apprentissage, il se passe plusieurs choses. D'abord, il peut y avoir création de nouveaux neurones.
création de nouvelles connexions. Il peut avoir une modification de l'efficacité de certaines connexions. Donc, plus on stimule certaines connexions, plus l'influx nerveux va se propager de façon rapide. Donc, il y a des connexions qui peuvent devenir plus efficaces. Il y a aussi ce qu'on appelle l'élagage. Donc, il y a certaines connexions, si elles ne sont pas utilisées assez fréquemment, qui peuvent disparaître. Donc, le cerveau n'est vraiment pas fixe. Il ne faut pas penser que le cerveau est fixé à partir d'un certain âge, qu'il n'y a plus rien qui bouge. Même vous, quand vous apprenez des choses, même si vous n'êtes pas des élèves de niveau primaire, il y a encore une foule de modifications qui s'opèrent dans votre cerveau. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le cerveau est spécialisé. Donc, c'est comme si le cerveau, ce n'était pas un seul organe de notre corps humain, c'est comme si c'était plusieurs organes, parce qu'il possède différentes parties, et chacune de ces parties-là joue un rôle qui est bien spécifique. Si on regarde, par exemple, le lobe occipital, qui est situé derrière la tête, responsable de la vision. Lobe temporal, audition. Le lobe frontal, c'est tout ce qui est la mémoire de travail, la gestion quand on fait une activité, au niveau de l'attention, tous les processus liés à l'attention, à la cognition, à la mémoire de travail, tout ça. Donc, c'est vraiment l'idée de spécialisation fonctionnelle, c'est-à-dire que notre cerveau, les différentes régions de notre cerveau possèdent différentes fonctions, finalement. Donc, ça aussi, c'est bien important de le garder en tête pendant la présentation. Mais avant la lecture, qu'est-ce qu'il y a avant la lecture? Avant qu'on apprenne à nos élèves à lire, bien, il y a la parole. Nos élèves, ils savent parler avant d'apprendre à lire. Et vous allez voir que c'est une vision assez constructiviste, ce que je vais vous présenter, au sens où les apprentissages que vont faire les élèves vont être conditionnés par les connexions qui étaient présentes avant dans leur cerveau, finalement. Donc, avant la lecture, il y a la parole. Ici, on a comme un schéma qui montre les différentes régions qui sont associées à la parole. Mais je veux faire ressortir une chose, je n'irai pas dans le détail. Toutes ces régions-là sont situées dans l'hémisphère gauche. Toutes les régions liées à la parole sont dans l'hémisphère gauche. Et ça, c'est fait de cette façon-là pour 95 % des droitiers et 65 % des gauchers. Parfois, pour l'autre pourcentage de gauchers, ça va être des deux côtés, ça va être à droite. Mais généralement, on peut dire que pour la plus grande partie de la population, la parole est située dans l'hémisphère gauche. Et ça, vous allez voir que ça a une incidence sur ce qui va se passer par la suite. Et la parole est dans l'hémisphère gauche et située dans l'hémisphère gauche presque à partir de la naissance. Et il y a des chercheurs qui ont fait une étude sur des bébés de 2 à 5 jours, donc des bébés pratiquement naissants. Ils les ont étudiés pendant qu'ils dormaient, avec une technique qu'on appelle l'imagerie optique. Donc, on leur met comme un petit casque, puis il y a comme des lumières qui font en sorte qu'avec certains capteurs, on est capable de voir les régions cérébrales qui sont activées. Donc, les bébés dormaient, on leur met le petit casque, et là, on fait jouer une histoire sur une cassette. Donc, il y a quelqu'un qui raconte une histoire. Et là, on regarde les régions cérébrales qui sont activées. Par la suite, on fait jouer la même histoire. Donc, c'est la même amplitude, la même fréquence et tout, à la différence près qu'on la fait jouer à l'envers. Donc, vous êtes d'accord avec moi que l'histoire n'a plus de sens, finalement. C'est plus correctement structuré. Et encore une fois, on regarde les régions qui sont activées. Et ensuite, on regarde encore les régions qui sont activées, mais pendant une période de silence. Et la seule chose que je veux vraiment faire ressortir de cette étude-là, si vous regardez, ici, c'est l'hémisphère gauche, ici, c'est l'hémisphère droit, et les numéros qu'il y a un peu partout sont associés à différentes régions cérébrales. Ce que je veux faire ressortir, c'est que dans l'hémisphère gauche, en rouge ici, on a la parole, donc quand l'histoire était racontée de façon correcte, la parole inversée quand elle était racontée à l'envers, et en bleu, le silence. Ce que je veux faire ressortir, c'est que dans l'hémisphère gauche, il y avait plus d'activation quand le discours était correctement structuré, alors que dans l'hémisphère droit, presque pas d'activation. Donc, la parole est déjà latéralisée à gauche dès 2 jours. Donc, les circuits de notre parole, de façon innée, se situent à gauche dans notre cerveau. Et ça, c'est quand même assez spectaculaire, parce que c'est quand même des bébés de 2 à 5 jours. Finalement, qu'est-ce que c'est apprendre à lire? Qu'est-ce qu'on fait quand on lit?
C'est quelqu'un qui est capable de me dire qu'est-ce qu'on fait quand on lit. On regarde, on réfléchit, on cherche à comprendre. Super. Donc, il y a 2 éléments qui ressortent de ça. On regarde. Donc, il y a une étape qui est comme du décodage au niveau visuel. On regarde quelque chose qu'on est en train de lire. Puis, il y a une autre étape qui est de donner du sens à ce qu'on regarde, finalement. OK? Les circuits de la parole, qui sont situés à gauche, sont aussi les circuits qui sont responsables du sens des mots. Tu sais, quand on entend quelque chose, on donne du sens. Donc, tous ces circuits-là de sens, de parole, sont situés à gauche. Et l'idée, ça va être de relier les circuits qui sont reliés à la vision, quand on lit, aux circuits qui sont responsables du sens des mots, de la parole, qui sont à gauche. Jusque-là, ça va? Parfait. Donc, apprendre à lire, c'est apprendre à connecter nos régions visuelles aux régions qui sont responsables de la parole. Finalement, c'est ça. Et là, il y a un chercheur, dès 1892, qui a commencé à étudier des patients qui avaient des lésions, soit à la suite d'accidents cardiovasculaires ou de cancer, puis il y avait certaines parties de leur cerveau qui étaient mortes. Donc, il s'est rendu compte, ce chercheur-là, que quand cette partie-là du cerveau, située à l'arrière, ici, était morte, les gens n'étaient plus capables de lire. Donc, on s'est dit, cette région-là doit être en lien avec le fait de pouvoir décoder visuellement les mots qui nous sont, les mots qui sont lus. Mais on a poussé ça un peu plus loin. Et plus récemment, en 2003, il y a des chercheurs qui ont étudié plein de gens qui avaient des lésions, finalement. Les lésions étaient sensiblement différentes. Chez certains, les lésions provoquaient de l'alexie, donc c'est-à-dire l'incapacité à lire. Et il y a d'autres personnes qui étaient quand même capables de lire. Ils ont superposé à l'ordinateur toutes ces lésions-là, en comparant le groupe sans alexie et le groupe avec alexie, et ils ont identifié une région qu'on est capable de voir avec la petite croix, qu'on appelle la région occipito-temporale gauche. Okay? C'est un grand nom. Et chez les patients sans alexie, donc les patients qui étaient capables de lire, on voit que la région est intacte. Chez les patients avec alexie, la région, il y a une lésion finalement à cet endroit-là. Donc, ça va encore chercher l'idée, comme en 1892, que cette région-là, mais on est capable de la nommer spécifiquement, la région occipito-temporale gauche, serait responsable de notre capacité à décoder les mots, décoder visuellement, serait capable finalement de la reconnaissance visuelle des mots qu'on lit. Ce serait ça son rôle. Donc, région occipito-temporale ventrale gauche. Juste ici. Donc, aussi, ce que je voulais vous dire, ce qui était frappant, c'est qu'il y a des patients qui présentent une alexie, donc une incapacité à lire, mais qui sont capables d'écrire. Donc, c'est vraiment au niveau de la reconnaissance visuelle des mots. Donc, un autre chercheur que j'apprécie beaucoup, de Ham, qui récemment, en 2002, a étudié la lecture. Mais il y a différentes façons d'étudier la lecture et on ne le fait pas toujours à partir de lésions, bien entendu. Donc, lui, il a pris 7 personnes. Et il les a mis dans 2 conditions. Donc, parfois, il leur faisait lire des mots qui étaient écrits et parfois, il disait un mot à l'oral. Donc, les personnes entendaient, parfois devaient lire. Et là, il a regardé les différences d'activation. Et quand les gens avaient à lire les mots par rapport à quand les gens entendaient les mots, bien, il y avait encore une région qui ressortait et c'était la même région, la région occipito-temporale gauche. Donc, il y a quand même plusieurs preuves qui s'accumulent pour les sceptiques dans la salle pour dire que la région occipito-temporale gauche serait vraiment responsable de la reconnaissance visuelle des mots. Et là, il y a un autre chercheur encore qui s'est dit, moi aussi, je vais vérifier ça, mais en regardant le parcours de l'information dans le cerveau. Donc ici, on a comme la progression dans le temps. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on présentait aux gens soit un mot, donc qu'ils devaient lire, qui est représenté par le petit carré noir, ou soit un visage, représenté par le petit cercle blanc. Donc, environ à 100 millisecondes. 100 millisecondes, c'est court, c'est 1/10 de seconde. On prenait une image du cerveau. Et là, on voyait que les gens, c'est comme s'ils faisaient une évaluation sommaire de ce qui était regardé, finalement. Donc, on voit que de chaque côté, il y a de l'activation, tant au niveau de la lecture du mot que de la lecture du visage. Mais si on regarde à 150 millisecondes, donc pas vraiment plus loin, là, on passe de 100 millisecondes à 150 millisecondes, les mots deviennent vraiment latéralisés dans l'hémisphère gauche, alors que la reconnaissance des visages se fait beaucoup plus dans l'hémisphère droit. Donc, c'est encore une preuve que quand on lit
L'important, c'est de connecter nos régions visuelles, de réussir à activer cette région occipito-temporale gauche-là pour qu'ensuite, elle puisse aller se connecter aux régions qui donnent le sens à ce qui est lu, finalement. Donc, cette étude-là va vous montrer exactement ce que je viens de dire. Elle a regardé aussi la progression dans le temps. Donc, le début est en haut, la fin est en bas. On a en fait dit des mots aux gens, donc au niveau auditif, et on a demandé de lire un mot aux gens, donc au niveau visuel. Si on regarde au niveau auditif, à environ 170 millisecondes, on voit qu'il y a de l'activation au niveau des régions temporales. C'est normal, c'est les régions qui sont responsables de l'audition. Ensuite, à environ 250 millisecondes et par la suite, toute l'information se transfère aux régions qui sont situées aux régions liées à la parole, finalement, qui donnent un sens à ce qui est entendu. Au niveau visuel, quand on demande aux gens de lire les mots, la région qui est activée en premier à 170 millisecondes est la région occipito-temporale gauche, donc qui reconnaît visuellement les mots. Et ensuite, il y a une propagation qui est faite dans les régions qui sont responsables de la parole. On voit majoritairement à gauche, hein, et donc qui vont donner un sens à ce qu'on a lu. Donc ça, c'était au niveau des régions cérébrales qui sont généralement associées quand on lit. Au niveau de l'apprentissage de la lecture, ces chercheurs-là, ici, ont refait une étude longitudinale. Donc ça veut dire qu'ils ont regardé des élèves, mais dans le temps, puis ont regardé quelle région était la plus activée au fur et à mesure que les élèves apprennent à lire. Donc, ça nous a donné des régions qui sont corrélées. Ça veut dire que plus les élèves étaient bons, plus la région était activée. Et la région qui était activée était la région occipito-temporale gauche. Donc, non seulement la région occipito-temporale gauche est responsable de la reconnaissance visuelle des mots, mais elle est liée au fait d'être bon en lecture. Quand on active cette région-là, ça veut dire qu'on a un lecteur expert. Donc, nous, normalement, quand on lit, c'est cette région-là qui s'active dans notre cerveau. Donc, si on veut enseigner aux élèves, on veut leur apprendre à activer la région occipito-temporale gauche. Encore une fois, étude similaire, où ils ont étudié chez des élèves, ils leur ont fait passer un test de lecture. Donc, c'est comme un genre d'examen de lecture. Puis, à partir de ça, ils ont obtenu des résultats. Puis, ils ont classé les élèves en 3 groupes, comme faible, moyen, fort. Et là, ils ont comparé finalement les activités cérébrales à travers les groupes d'élèves. Puis, ils ont vu que chez les élèves forts, non seulement l'activité cérébrale était située beaucoup plus à gauche, mais il y avait beaucoup moins d'activité dans l'hémisphère droit. C'est comme si l'activité augmentait à gauche, mais diminuait aussi à droite. Et on le sait, c'est plus optimal. Comme les régions cérébrales de la parole sont situées à gauche, bien, c'est beaucoup plus optimal quand on lit au départ d'activer des régions à gauche qui vont aller se connecter au circuit de la parole. C'est comme si on activait à droite, c'était comme vraiment non optimal. Et généralement, quand on voit des activations cérébrales à droite lors de la lecture, c'est plus associé à des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage de lecture ou même liées à la dyslexie. Donc, autre étude similaire. Vous allez voir, peut-être que vous trouvez ça un peu redondant, mais c'est parce que je veux vraiment vous convaincre de ce que je vous dis. Donc, je ne vais pas vous montrer comme une étude, puis là, vous me dites, oui, maman m'a montré une étude, c'est une étude parmi 1 million d'études, mais là, je vous en montre plusieurs pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est vraiment appuyé par la recherche. C'est pas juste que je veux que vous croyiez quelque chose. Puis... Donc, vraiment, je vous présente des faits là, ce matin. Donc, Beaulieu et al., 2005. Et notez bien aussi que toutes les recherches que je vous présente, c'est des recherches très récentes. On l'a dit, c'est en pleine émergence. Ces recherches-là, on fait un peu la même chose. On fait passer des examens de lecture. À partir des tests de lecture qu'ils ont fait passer, on a comme établi un QI de lecture qui se situait environ autour de 100. Donc, il y avait des gens qui étaient en bas. Il y avait des gens qui étaient en haut. Et là, ils se sont dit, on va regarder, on va comparer. Et les gens qui avaient le plus haut QI de lecture, donc les gens qui étaient plus experts en lecture, activaient, lors de la lecture, la région occipito-temporale gauche. Quelles conséquences ça a pour l'éducation? Ça a des conséquences sur 2 plans. Ça a des conséquences au niveau visuel, ça a des conséquences au niveau des connexions qu'on doit établir.
au niveau visuel, avant de reconnaître spécifiquement les mots, la région occipitotemporale est comme liée à la détection d'objets. Mais c'est l'éducation qui fait en sorte qu'elle se spécialise pour seulement reconnaître les mots par rapport à d'autres objets. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de région de façon innée dans le cerveau, à la naissance, qui est dédiée à la lecture. L'évolution de l'homme, dans le temps, n'a pas fait en sorte qu'il y avait une région du cerveau qui s'était créée pour la lecture. Ça veut dire que la région du cerveau qui se spécialise pour la lecture, elle est due à l'éducation. Donc, en grande partie à vous. Je veux quand même vous en faire prendre conscience. Et donc, avant même d'apprendre aux élèves à lire, on peut leur apprendre simplement à développer la capacité de reconnaître les objets. Donc ça pourrait faciliter par la suite la spécialisation de la région occipitotemporale gauche. Mais il y a quelque chose qui est super intéressant, c'est que de façon spontanée, notre cerveau ne tient pas compte de la symétrie des objets. Et là, je vous donne un exemple très frappant. Si je vous montre ça, vous me dites que c'est? Parfait. Si je vous montre ça, vous me dites que c'est? Notre cerveau n'a pas besoin de recevoir l'information des deux côtés pour être capable de dire quel objet est présenté. Et ça, de façon très primitive, c'est parce que c'est plus pratique. Si on est, par exemple, en voiture, et là, on conduit, et là, il y a une voiture qui nous arrive vers la gauche, qui vient pour nous frapper. Bien, on la voit seulement de la gauche et on est capable de reconnaître que c'est une voiture et de s'ajuster. Si la voiture venait nous frapper de la droite, ce serait la même chose. Si on va marcher dans une forêt, qu'il y a un lion qui nous attaque de la gauche, puis que le lendemain, on retourne dans la même forêt, puis que le lion vient de la droite, bien, on trouve ça vraiment pratique d'être capable de reconnaître le lion qui vient de la gauche ou qui vient de la droite. OK? Donc, peu importe la rotation tridimensionnelle qui est faite, le cerveau est capable de reconnaître l'objet. Là où ça se complique, c'est quand je vous présente ça. Et que là, je le retourne et que ça vient quelque chose de différent. La lecture impose une rupture de la symétrie. Quand on apprend à lire, notre cerveau doit être capable de prendre en considération que quand il s'agit de lettres, ce n'est plus la même chose. Ça devient deux entités complètement distinctes. Ici, j'ai un D et là, j'ai un B. OK? La façon de faire, je vous en donne une. Là. Normalement, c'est quelque chose qui va se faire assez spontanément, mais c'est un peu la raison pour laquelle, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en maternelle, les enfants, souvent, sont capables d'écrire leur nom à l'envers, comme vraiment rapidement, puis on est comme, mon Dieu, comment, tu sais, moi, je le ferais en ce moment, j'aurais vraiment de la difficulté à le faire, mais c'est parce que moi, je l'ai, cette rupture de la symétrie-là qui s'est opérée. Lui n'a pas appris à lire encore, il ne l'a pas. Donc, pour lui, c'est le même objet, finalement. OK? Donc, ce qu'on peut faire, je vous donne une piste, là. Mais tu sais, c'est le genre d'exercice qu'on peut faire avec des élèves de la maternelle. Donc, leur demander, dans cette figure-là, est-ce qu'on retrouve ça ou ça? Pour vraiment essayer de leur faire comprendre que c'est deux choses qui sont différentes. Symétriques, mais différentes. Ça peut être une façon de peut-être de faciliter la rupture de la symétrie. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est juste intéressant de le prendre en considération. Oui? Donc, au niveau de l'enseignement de la lecture, écoutez, je vous présente une recherche qui est vraiment formidable. J'aurais aimé ça la faire moi-même tellement je l'aime. Et en fait, c'est des chercheurs qui ont comparé deux groupes. Un groupe auquel on enseignait de façon syllabique, un groupe auquel on enseignait de façon globale. Puis, avant de commencer, je sais qu'il y a un gros débat sur la question. Il y a peut-être dans la salle des tenants des deux approches et je ne veux froisser personne, sachez-le. Je n'ai pas de parti pris à la base pour une des deux approches. Je n'ai pas évolué au sein d'une culture scientifique qui me disait « c'est cette approche-là qui est la meilleure, cette approche-là est mauvaise ». Moi, tout ce que je fais, c'est que je constate ce que les recherches montrent. Je vous en fais part, je vous donne mon opinion, puis après, je veux dire, quand même, il y a une partie qui vous appartient. Là, vous en jugez par vous-même, vous faites d'autres recherches si vous voulez, mais je trouve vraiment que les résultats de cette recherche-là parlent quand même assez d'eux-mêmes. Donc, vous constaterez. Donc, ce qu'ils ont fait, ont pris des adultes, un groupe à qui on enseignait de façon syllabique, un groupe à qui on enseignait de façon globale.
comment enseigner à lire à des adultes qui savent déjà lire? Les chercheurs ont créé un nouvel alphabet. Quand je vous dis que la recherche est formidable. Donc, ils ont créé un nouvel alphabet où les mots sont représentés par des symboles, comme le symbole que vous voyez à gauche qui signifie bin. Donc, c'est des mots complètement nouveaux, donc qui sont associés à rien de connu chez les gens. Ils ont pris des gens qui n'avaient pas de difficulté de lecture particulière, là, des gens dans la normale, quoi. Les mots, bien sûr, sont en anglais, c'est une recherche qui est anglophone. Donc, le groupe auquel on enseignait de façon globale, ben, on leur disait, voici le symbole, comme on voit à gauche, regarde-le, ça veut dire bin. Okay? On leur donnait une liste avec plein de symboles, donc ça c'est bin, ça c'est kin, ça c'est ken. Puis là, les gens, ben, pendant une semaine, retournaient chez eux avec leur liste, apprenaient en regardant le symbole, ça c'est bin, ça c'est kin. Bon. Donc, on regardait l'ensemble du symbole, comme si c'était un mot. Et donc, on associait la forme globale de ce mot-là à, mettons, bin, kin. Ensuite, les groupes, la méthode syllabique, eux, on leur enseignait différemment au sens où on décortiquait le symbole en graphème et en phonème. Donc, on leur disait, tu vois la section en bas, bien, c'est B. La section du milieu, c'est I, la section en haut, c'est in. Donc, tu peux voir que ce mot-là, qui se lit de bas en haut, fait bin. Donc, l'élève, ensuite, s'il voyait un autre symbole, était capable de reconnaître certains des phonèmes, puis de faire des liens entre les symboles qui lui étaient présentés. Donc, lui aussi retournait chez lui avec sa liste où étaient identifiés clairement les différents graphèmes et phonèmes du symbole. Donc, les gens repartaient chez eux, étudiaient selon chacune des deux méthodes. Ensuite, ils revenaient, et là, on leur faisait faire une tâche, et on prenait des images de leur cerveau pendant qu'ils faisaient cette tâche-là. Donc, on commençait par leur montrer un point de fixation. Ensuite, on leur montrait le symbole et on leur faisait entendre le mot. Donc, par exemple, ce symbole-là, puis on disait « ken ». Puis là, les gens devaient dire est-ce que c'est correct ou non l'association qui est faite entre le mot qu'on leur présente puis le mot qui est prononcé à l'oral. Okay? Donc, il y avait nécessairement une étape de lecture où ils devaient lire, en quelque sorte, le symbole qu'on leur présentait. Pour les mots entraînés, il y a deux mesures qui ont été prises. D'abord, des mesures behaviorales, c'est-à-dire au niveau du taux de réussite. Est-ce que les gens ont été capables de faire les bons appariements? Puis, il y avait des mesures au niveau de leur cerveau. Au niveau du taux de réussite, de la méthode globale, pour les mots entraînés, donc les gens avaient appris sur leur liste. Pour ce qui est de la méthode globale, ils ont réussi environ 90 %, alors que pour la méthode syllabique, 80 %. Donc, les gens qui ont appris par la méthode globale ont un niveau de réussite plus grand. Par contre, si on va voir au niveau des activations, pour la méthode syllabique, on voit qu'il y a beaucoup plus d'activations à gauche, ce qui est généralement bon signe, vous serez d'accord avec moi là-dessus, alors que pour la méthode globale, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'activations à droite. En fait, il y a énormément d'activations à droite. Généralement, à droite, ce n'est pas très bon signe. Mais là, les chercheurs n'ont pas seulement fait ça. Les chercheurs leur ont présenté des mots nouveaux, des mots qui n'étaient pas dans leur liste. Alors là, les gens qui ont appris par la méthode globale, bien, il y avait comme 50 % de chances de réussir. Il y avait comme une chance sur deux, finalement. C'est à peu près ça qu'ils ont eu, regardez, 50 % de taux de réussite. Les gens de la méthode syllabique ont eu un taux qui est, bon, pas si élevé, mais quand même significativement plus élevé que ceux de la méthode globale. Puis il faut dire qu'ils n'ont pas eu non plus 10 ans pour pratiquer les mots de la liste. Non plus, donc il y a quand même ça qui est à prendre en considération. Mais là, si on regarde au niveau des activités cérébrales, au niveau de la méthode syllabique, c'est quand même légèrement plus activé à gauche. Mais au niveau de la méthode globale, l'activation est fortement latéralisée à droite, ce qui est complètement contraire à ce qu'on souhaite faire chez les élèves. Donc, moi, j'ai vraiment entendu vos doutes par rapport à ça. Mais ce que je trouve quand même frappant, et ça, je pense qu'on va tous pouvoir être d'accord là-dessus, c'est que notre façon d'enseigner, le type d'enseignement qu'on donne à l'élève, bien, ça a un impact sur les activations qu'il va avoir dans son cerveau. Ça, c'est quand même fort. Moi, je trouve que ça vous fait prendre conscience de l'importance de votre rôle dans une classe. Quand vous enseignez d'une certaine façon aux élèves, certaines activations qui peuvent avoir lieu dans son cerveau. Quand vous enseignez d'une autre façon, il y a certaines autres activations qui peuvent avoir lieu. Regardez les conséquences que je vais nommer pour l'éducation. Je le pose sous forme de question, vous constaterez. Faut-il rejeter l'approche globale? Une chose est certaine, aucun enseignant ne peut espérer présenter à l'enfant tous les mots de la langue française. Ça, pour moi, c'est clair. Ça, pour moi, c'est clair. Et je pense que la méthode globale
peut peut-être être plus motivante au départ parce que l'enfant va être capable de lire des phrases complètes. On va lui dire il est gentil, puis le est, qui est un mot difficile à lire, il va être capable de le reconnaître visuellement, puis il va dire il est gentil, puis là, on va être comme wow, il est capable de lire une phrase complète, alors qu'avec la méthode syllabique, ça serait peut-être plus difficile. Par contre, au niveau cérébral, comme je vous l'ai dit tantôt, apprendre à lire, c'est connecter les régions visuelles aux régions de la parole. Ça se situe dans l'hémisphère gauche. Puis je pense que, en tout cas, la chose sur laquelle on peut tous s'entendre ce matin, c'est qu'il faut vraiment mettre l'accent sur la connexion qui doit être faite entre les graphèmes puis les phonèmes. Si on veut pouvoir connecter ces régions-là, il faut en faire des liens, il faut faire un enseignement explicite de la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes. Sinon, les régions dans notre cerveau, bien, les connexions ne pourront pas se faire. Puis, de façon optimale, c'est ça qu'on veut qu'il arrive, parce que l'expertise en lecture, il y a plusieurs recherches qui l'ont montré au départ, je vous en ai montré beaucoup, bien, c'est caractérisé par l'activation de cette zone-là. Donc, moi, je pense vraiment qu'il faut miser sur l'automatisation des étapes de décodage. Je pense vraiment qu'il faut faire un enseignement explicite des correspondances graphèmes-phonèmes. Par contre, je ne pense pas du tout que cet enseignement doit être déconnecté. Je pense qu'on doit lui donner un sens. Ça, vraiment, j'espère vraiment que ce n'est pas ce que vous avez compris de ce que j'ai voulu dire. Il faut que l'enseignement qu'on donne ait une signification et soit signifiant pour l'élève. Donc, dès 1940, un chercheur du nom de Gerstmann a fait une étude encore sur les lésions. Quand c'est plus vieux, généralement, c'est des études qui sont faites sur les lésions parce qu'il n'y avait pas les techniques d'imagerie qu'on a actuellement. Et ils ont vu que quand on a une lésion au gyrus angulaire gauche, donc, qui est environ ici, on n'est plus capable de compter. Non seulement on n'est plus capable de compter, fait intéressant et plutôt étrange, on n'est plus capable de reconnaître nos doigts. Donc, si on ferme nos yeux puis qu'on touche un doigt, les gens ne vont pas être capables de dire ça, c'est mon index ou mon majeur. C'est assez surprenant. Plus récemment, en 2005, il y a des chercheurs qui ont fait une autre recherche qui utilise une technologie qui est assez particulière qu'on appelle la stimulation transcrânienne. Assez spectaculaire et particulière, je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, c'est comme un fil électrique dans lequel on induit un courant et ce courant-là génère un champ magnétique. Et quand on place ensuite ce champ magnétique-là sur une région précise du cerveau, c'est comme si, mais il n'y a pas d'effet secondaire, c'est vraiment temporaire, c'est comme si on créait une lésion temporaire à cet endroit-là. Donc, on désorganise complètement la région. Donc, ces chercheurs-là ont pris cet appareil-là, l'ont placé sur le gyrus angulaire gauche et instantanément, dans un objectif de quelques secondes, les gens n'étaient plus capables de compter. Les gens ne comptaient plus. Ils enlevaient ça, les gens comptaient, ils le remettaient, les gens ne comptaient plus. Et les gens avaient aussi des problèmes de reconnaissance de doigts. Donc, ça va un peu dans le même sens que l'étude d'avant. Je vais passer celle-ci. Donc, Dehaene, ici, a fait comme une recension. Dehaene, qui est le même qu'en lecture, là, mais il fait aussi des recherches très intéressantes en mathématiques, a fait une recension de tous les écrits qui avaient été faits sur l'apprentissage des mathématiques. Puis dans tous ces écrits-là, bien, il a fait ressortir comme les 3 régions qui semblaient revenir tout le temps dans les études. Donc, la première région, c'est le sillon intrapariétal. Cette région-là, qui est située ici, là, en rouge, serait responsable de la magnitude des nombres, okay? Comme de la grandeur des nombres. Et ça serait inné chez nous. Ça nous permet de dire, par exemple, quand je regarde la salle, il y a plus de personnes à droite qu'à gauche, mais je ne l'ai pas calculé. Donc, c'est comme, ça nous donne une grandeur sans avoir besoin de le calculer. Ça, c'est très primitif. C'est comme, par exemple, c'est ça, ou dans les tribus ancestrales, quand il y avait un clan ennemi qui attaquait, bien, je veux dire, ils ne calculaient pas, mais ils se disaient, merde, ils sont plus que nous, on va se sauver. T'sais? Bon. C'est ça, c'est comme une forme d'estimation, mais qui n'implique aucun calcul, finalement. Donc, c'est comme très, très intuitif. Ensuite, il y a une autre région qui revenait, c'est le gyrus angulaire gauche, celle dont je vous ai parlé. Et selon toute la recension des écrits qu'il y a fait dans le domaine, cette région-là serait associée au fait de récupérer des faits arithmétiques. Donc, si je vous dis 2 plus 5, 7, vous me dites 7, bien, c'est le gyrus angulaire gauche, finalement, qui est allé récupérer la table que vous aviez apprise par cœur. Et il y a une région dont je parlerai moins, la région pariétale supérieure, qui serait comme liée à l'attention, à la mémoire de travail spatiale. Okay? Donc, on voit que finalement, il y a beaucoup de liens avec le spatial et les mathématiques. Et il y a beaucoup de liens avec le fait de récupérer des choses qui sont apprises par cœur. Okay? Les conséquences que ça a au niveau de l'éducation, c'est d'abord que vous constatez que les réseaux impliqués en lecture ne sont pas les mêmes que les réseaux impliqués en mathématiques. Donc, ça confirme le fait
qu'il est nécessaire d'évaluer les mathématiques sans toujours recourir à la lecture, parce que des élèves qui vont avoir des problèmes, par exemple, de dyslexie, vont probablement n'avoir aucun problème en calcul, mais si on les évalue par le biais de la lecture, bien, ça fausse un peu l'interprétation qu'on peut en faire. Finalement, les réseaux pariétaux qui sont impliqués dans les perceptions spatiales, comme je vous les ai montrés tantôt, ça nous pose la question de savoir est-ce que ça serait intéressant d'utiliser des méthodes qui favoriseraient le fait de lier l'espace et les nombres, comme utiliser des abacs, utiliser une droite graduée où on dit 2 plus 5 donne 7. C'est des choses qui sont très spatiales, qui sont très visuelles. Ça irait activer justement les régions pariétales du cerveau qui sont liées au fait d'apprendre les mathématiques. Donc ça, c'est deux trucs qui sont à retenir, qui sont assez intéressants. Maintenant, il y a des recherches qui sont allées étudier l'apprentissage du calcul. Et ces chercheurs-là ont étudié des gens auxquels on demandait des multiplications, mais qu'ils avaient beaucoup pratiquées. Donc, on leur demandait, par exemple, on leur avait donné une liste de multiplications à pratiquer, puis on leur redemandait après ces multiplications-là, puis on prenait des images de leur cerveau en même temps. Puis, pour les multiplications qui étaient très, très pratiquées, les gens qui répondaient bien, finalement, c'était le gyrus angulaire gauche qui était activé, donc la partie liée à la récupération de faits arithmétiques. Non seulement le gyrus angulaire gauche serait activé quand les gens sont meilleurs en calcul, mais les régions frontales seraient moins activées. Donc, c'est comme si plus on apprend nos tables de multiplication par cœur, plus notre gyrus angulaire gauche est activé parce qu'il récupère facilement les données arithmétiques, plus on est bon en maths, moins on a besoin de mobiliser d'énergie cognitive, ce qui est finalement optimal. Oui, OK, je vous l'explique. C'est qu'ils ont pris des gens de 8 à 19 ans et ils ont regardé de façon longitudinale chez ces gens-là. Et on s'entend qu'à 19 ans, les gens sont plus habitués à faire des calculs. Et donc, on voyait que chez ceux de 19 ans, le gyrus angulaire gauche était plus activé que les gens qui débutaient dans le calcul. Donc, plus les tables étaient sues, plus les faits arithmétiques pouvaient être récupérés facilement. Donc, avec l'âge, plus cette région-là est activée. Oui, madame? Ah, addition, effectivement. Celle-ci confirme environ la même chose, donc je vais la passer par manque de temps. Et ça, c'est une étude assez fantastique de Grabner. Étude qui a été très bien faite parce qu'il a contrôlé plusieurs facteurs dans son étude. Donc, ils ont fait faire des tests des tests de calcul à des gens. Mais pas juste des tests où on rappelait des tables de multiplication. Parfois, les gens devaient comparer deux nombres. Parfois, des gens devaient trouver un nombre manquant à une suite. Parfois, des gens devaient résoudre un problème, bien sûr, à l'aide de calculs, mais c'était pas seulement de donner la réponse à une table de multiplication. Finalement, c'était plus large que ça. Ils ont contrôlé les traits de personnalité des gens. Ils ont contrôlé différents facteurs. C'est pour ça que cette étude-là est assez solide. Et finalement, ils s'en sont arrivés à la conclusion qu'en regardant les résultats au test, les meilleurs résultats étaient liés finalement aux gens qui activaient leur gyrus angulaire gauche. Donc, on peut dire que l'expertise en mathématiques, le fait d'être bon en mathématiques, est lié au fait d'activer cette région-là. Pour les faits arithmétiques, mais aussi pour le fait d'être capable de résoudre des problèmes plus complexes par la suite, parce que plus nos données arithmétiques sont automatisées, plus par la suite, c'est facile de résoudre des problèmes qui sont plus complexes, parce que justement, on a moins d'efforts cognitifs à fournir. Donc, le fait d'activer son gyrus angulaire gauche, donc d'avoir bien mémorisé toutes ces tables, c'est lié au fait d'être expert en mathématiques. Okay? C'est ce que je veux que vous reteniez. Non seulement ils ont regardé les deux groupes, donc comparé, comme je vous ai dit, un groupe qui avait des résultats plus faibles au test, un groupe qui avait des résultats plus forts au test, mais ils ont aussi regardé chacun des individus séparément. Puis ils ont vu, en regardant chaque individu, qu'un individu qui avait une espèce de QI faible en mathématiques, j'aime pas ça le dire de cette façon-là, mais en fonction des résultats au test, activait beaucoup moins le gyrus angulaire gauche. Et un individu qui avait un résultat très fort au test, donc était plus expert en calcul, activait très fortement le gyrus angulaire gauche. Au niveau de l'enseignement du calcul, pour l'instant, il y a une seule recherche qui a été faite qui présente les impacts finalement de la comparaison de deux méthodes d'enseignement du calcul. Vous allez voir les résultats que je vais vous présenter.
sont un peu moins forts que les résultats que je vous ai présentés en lecture. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se dégage et il faut garder en tête que c'est seulement un commencement dans les recherches et donc il va probablement en avoir plusieurs autres par la suite. Ce qu'ils ont fait, ces chercheurs-là, ils ont fait un enseignement qu'eux-mêmes qualifient d'un enseignement par la drill. Donc, ils présentaient un problème aux élèves. Ils leur disaient comment le résoudre. Les élèves répétaient à l'infini. Donc, comme de la drill. Puis ensuite, ils ont fait un enseignement stratégique. Donc, ils donnaient un problème aux élèves et ils leur montraient un algorithme de résolution que les élèves pouvaient par la suite appliquer en réfléchissant au problème qui leur était présenté, en utilisant certaines stratégies mathématiques. Et là, ils ont comparé les effets des deux types d'enseignement. Les élèves qui avaient subi un enseignement subi, qui avaient vécu un enseignement par la drill, les régions cérébrales du gyrus angulaire gauche étaient plus activées que les élèves qui avaient vécu un enseignement stratégique. Le gyrus angulaire gauche étant lié au fait d'être expert en mathématiques, ça laisse supposer que c'était quelque chose d'intéressant. Par contre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut enseigner aux élèves par la drill. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la répétition est importante. C'est ça que je veux dire finalement. Parce que le fait de répéter active cette région-là, et cette région-là est corrélée avec le fait d'être bon en mathématiques. Donc, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Il me reste combien de temps? 5 minutes, OK, je voyais mal. Donc, les conséquences que ça a pour l'éducation, et vous constaterez que je les pose encore sous forme de questions. Faut-il favoriser la drill? Bien, c'est ça. Moi, je ne vais pas répondre oui à ça, mais je vais dire, faites répéter vos élèves. Les tables de multiplication, elles doivent être su par cœur. Les tables d'addition, elles doivent être su par cœur. Pas seulement pour les connaître par cœur, mais parce que ça a une incidence après sur leur expertise, sur leur capacité à résoudre des problèmes plus complexes, parce que quand c'est automatisé, ils activent la bonne région cérébrale et ça engendre le fait d'être meilleur en mathématiques. Et finalement, faut-il encourager le comptage sur les doigts? Bien là, je fais un lien, parce que il y a plusieurs études qui lient le fait de compter sur les doigts, puis le fait d'être aux régions mathématiques. Finalement, c'est deux régions qui sont très proches. Puis comme vous l'avez vu tantôt, quand il y avait une lésion, on ne pouvait plus reconnaître nos doigts. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que c'est assez intuitif de compter sur ses doigts. D'ailleurs, il y a plusieurs systèmes de numération qui fonctionnent en pouces, en pieds. C'est comme si c'était très intuitif pour tout le monde d'utiliser cette méthode-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que le fait de compter sur les doigts, comme c'est des régions qui sont très proches, ça faciliterait l'activation des circuits pariétaux, qui sont liés au fait d'automatiser les concepts et tout. Par contre, le fait de connaître ces tables par cœur, c'est ça qui active la région qu'on veut. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est compter sur ses doigts au début, mais après savoir ses tables par cœur. Tu sais, c'est comme un facilitateur, là, un peu comme on disait tantôt finalement. Donc, mais c'est ça. Donc, moi j'aurais tendance à ne pas interdire aux enfants de compter sur leurs doigts. Par contre, à partir d'un certain stade, il faut que ça devienne automatisé. Il faut que ça devienne automatisé parce que c'est le fait de pouvoir aller récupérer rapidement les informations qui fait qu'on devient bon en calcul, finalement. Là. Bien, effectivement, selon certaines recherches, ça faciliterait ce passage-là. Donc, en conclusion, dans le fond, ce que je voulais vous dire et vraiment que je veux que vous reteniez de ma présentation, c'est que pour moi, c'est comme la pointe de l'iceberg, ça. Là. Il y a encore une multitude de recherches à faire qui sont dans plein de domaines. Puis je le sais que vous voudriez avoir des réponses. Puis moi, j'aimerais donc ça pouvoir vous en donner plus pour l'instant. Mais les recherches, il faut les faire bien. Ça prend un certain temps à faire. Mais vous avez vu, les dates étaient assez récentes dans ce que je vous ai montré. Et je vous promets que dans les années à venir, les 5-10 prochaines années, il va y avoir encore une explosion des domaines dans ce domaine-là qui vont vous apporter, je l'espère, d'autres réponses à ce sujet-là. Donc, je vous invite vraiment à vous documenter, à voir ce qui se fait autour de vous, mais aussi à être un peu méfiant au matériel qu'on vous présente, qui pose souvent des faits sans les nuancer, comme le cerveau droit est responsable de telle chose et le cerveau gauche est responsable de telle chose. Comme, essayez vraiment de prendre des recherches qui ont un caractère scientifique, des recherches qui ont été publiées, de ne pas seulement vous fier à des manuels qui souvent vont
vous êtes proposés facilement et qui énoncent des trucs qui parfois semblent un peu naïfs finalement. Je tiens à vous remercier énormément d'avoir assisté à ma présentation. Vraiment, à chaque fois, ça me fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce domaine-là. Je souhaite qu'il y en ait de plus en plus. Je suis contente et j'ai beaucoup apprécié les interventions que vous avez faites, qui ont enrichi la discussion. Et donc, c'est tout. Je vous remercie sincèrement de... Pardon? Oui? Je vais prendre les... Si vous voulez noter l'adresse du site qui est ici. Il va probablement avoir un cours en neuroéducation qui va se donner encore cet été à l'UQAM. Ce n'est pas confirmé, mais si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, le cours est offert aux gens qui ont eu un bac. Donc, ceux qui enseignent ont généralement eu un bac. Vous pouvez assister à titre d'auditeur libre si vous voulez. Ensuite, le site ici, le cerveau.mcgill, ce n'est pas un site qui traite de neuroéducation, mais c'est un site qui est fort intéressant si vous voulez aller voir le cerveau et voir les rôles des différentes régions cérébrales. Le livre de Dehaene, qui est juste ici, je vais vous le montrer parce que vraiment, vous ne savez même pas à quel point je vous le conseille, ce livre-là. Non seulement il donne des renseignements formidables, mais en plus, il est écrit d'une façon tellement agréable à lire et pas lourde que tout le monde, selon moi, devrait lire ce livre-là qui est juste ici. La référence est ici. Et sinon, le livre « Comprendre le cerveau, naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage » de l'OCDE. Donc là aussi, ça donne des informations, ça touche particulièrement à la neuroéducation. Oui, peut-être que je peux le dire à haute voix. L'ISBN, s'il y en a qui veulent le noter. Donc, 978-2 7381 1974 2. Ça me fait plaisir. 412, le numéro d'atelier. Mon nom était compliqué, je ne sais pas si vous avez besoin de le reprendre en note, mais c'est Laurie-Marlène Brofoisy. Puis moi, ça ne me dérange pas là, de prendre 5 minutes de plus s'il y en a qui veulent rester et poser d'autres questions.